Bonjour, alors bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. Je vous prends en fin de journée grisounette avec migraine, donc désolée si je suis pas comme hop la vie super enthousiaste, je fais ce que je peux. Donc je voulais commencer une nouvelle semaine livresque avec vous. Pour le moment, j'ai pas beaucoup de projets précis en raison du fait que j'ai une migraine, donc mon cerveau refuse complètement de coopérer. Cette semaine, j'ai le goût de me laisser porter vers des lectures qui m'interpellent directement. J'ai passé un excellent mois de mars de lecture, découverte, mars au féminin. Puis c'était stimulant avec les contraintes. Puis j'ai vraiment découvert plein de plumes. Puis c'est quelque chose que je vais refaire à chaque année. Mais souvent, le mois d'après, j'ai besoin de vraiment y aller en mode improvisation mixte. On décide pas vraiment, on n'a pas de plan, puis on y va comme on peut. Comme on a envie. Voilà. Donc, cette semaine, j'aimerais peut-être me lancer dans quelques lectures de romans graphiques que je dois rapporter à la bibliothèque bientôt. Donc, j'ai ceci. Donc, je ne sais pas si ça va faire le focus. Oui. Donc, vous voyez, il y avait Frontières que j'avais vu chez Alex Bouquin en Prada. Que j'ai vraiment le goût de découvrir. Il y avait également, donc, excusez-moi, il y avait également Échec, que je crois que j'avais vu passer chez Le Souffle des mots. Ça me tentait aussi. Celui-là, c'est vraiment une découverte, peut-être un peu plus en dehors de quelque chose que le Frontière, c'est plus comme un genre de science-fiction, un peu, peut-être. Échec, ça a l'air d'être plus comme de l'introspection. Ensuite, ben, il y avait évidemment, de mon côté, le plus récent tome du Grimoire d'Elphie, qui est un BD jeunesse. Puis ça, ben, peut-être que pour aujourd'hui, avec mon cerveau qui ne fonctionne pas trop bien, ça pourrait être une bonne idée. Donc, vraiment, ça serait le dernier tome? Oui, je pense que c'est le dernier tome, c'est écrit Histoire complète. Donc, dernier tome des Grimoires d'Elphie, peut-être bien. Donc, histoire jeunesse avec un peu de magie, mais surtout beaucoup d'amour et d'humour. Et enfin, le deuxième tome du deuxième cycle de Lou, donc Lou Sonata, qui est évidemment une série de BD que j'ai lu quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas l'âge nécessairement. J'étais plus vieille déjà quand j'avais pas l'âge du lectorat ciblé. J'étais peut-être dans la vingtaine, alors que ça visait plus l'adolescence, mais j'ai tellement toujours aimé le personnage de Lou que je continue encore à suivre la série, malgré le fait que le second cycle où on va suivre le personnage principal de Lou, alors qu'elle est rendue plus en mode université et tout, c'est quelque chose qui vient un peu moins me chercher, mais je m'accroche quand même. Donc, il y aurait ça. Sinon, en lecture de romans, j'aimerais peut-être bien me lancer dans ces deux romans-là. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de livre audio pour les deux romans, donc ça voudrait dire des lectures papier. Il faudrait que je me trouve peut-être une lecture audio qui me ferait la semaine, qui est peut-être un essai ou quelque chose d'un peu au long cours. Mais il y a cette lecture-ci que je voulais faire pendant le mars au féminin qui ne rentrait pas dans les catégories, puis j'ai juste pas eu le temps et j'avais trop de possibilités, mais il y avait ce tout récent opus de Mireille Gagné, Frappe à bord. Alors, c'est chez La Peuplade. Et Mireille Gagné fait toujours des petits opuscules assez singuliers, assez chocs. Puis dans ce cas-ci, je me souviens plus c'est quoi. 1942 sur Gros-Cils. Puis je pense qu'on parle ici des scientifiques qui sont rassemblés sur Gros-Cils parce qu'ils vont essayer de mettre au point une arme bactériologique nouvelle. Et des décennies plus tard, on va être à Montmagny, puis il va y avoir comme potentiellement une espèce d'épidémie qui va tranquillement se prendre de l'ampleur alors que les frappes à bord, qui est un insecte en fait, là, vont se multiplier. Donc là, j'imagine que ça va être un petit peu une espèce de lien entre les deux. Puis j'aime toujours la plume singulière. Si vous n'avez pas lu Le Lièvre d'Amérique de cette autrice-là, ça vaut vraiment le coup. Donc ça me tente bien. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas de cerveau pour ça, mais c'est vraiment un chapitre court habituellement. Là. Ouais, c'est comme des chapitres de peut-être 2-3 pages. Je vais voir, mettons, comme celui-ci. Ouais, il dure juste 2 pages. Donc c'est vraiment un enchaînement de courts chapitres. Hein. Et sinon, il y avait cette lecture-ci qui était la lecture du club de lecture des Patreons de Alex Bouquin en Prada, pas Patreon, mais Patreon. Donc, les gens qui soutiennent son travail. Et c'était le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa. C'est cet auteur-là qui était connu pour... Je me rends compte que j'ai un peu scrappé le livre, c'est pas grave. Cette autrice-là qui était connue plus pour... la papeterie de Tsubaki, puis ça faisait longtemps que je voulais en lire, donc là, ça, c'est aussi au menu. C'est plus du feel-good, tranche de vie. Ça, souvent, j'ai un peu plus de misère à embarquer dedans, donc, mais j'aimerais ça quand même le commencer. Puis c'est très court, donc je vais essayer de voir ce que je vais faire. Donc, potentiellement,
peut-être une de ces deux lectures-là pour la semaine. Et ben voilà, c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment. Mais est-ce que ça va se dérouler comme ça? On ne sait pas. Et pour ça, il faut rester à l'affût. Alors, sans plus tarder, allez, on se lance ça. Hey, bonjour de nouveau. Donc, je vous refais encore un petit coucou. En fait, parce que finalement, j'ai décidé de lire... en fait, j'ai réussi, malgré la migraine, à lire une BD, un roman graphique. J'ai décidé de prioriser celle-là parce que c'est celle que j'imagine qui vont être réservées potentiellement à la Bibli. Donc, tout d'abord, j'ai lu le fameux deuxième tome du cycle Lou Sonata, donc de Julien Nil chez Glénat. Et ma foi, j'ai bien aimé ça. À l'arrière, la quatrième de couverture, ça dit pas grand-chose. Ça dit juste « Je te trouve étrangement sereine ». C'est peut-être parce qu'on m'a fait un bisou magique. Donc, en gros, on va retrouver Lou, encore une fois, dans sa période université. Et elle va être en train d'organiser un giga festival à Mortebouze, qui est le village natal de sa mère et où sa grand-mère habite encore, se référer au tome Mortebouze, donc le deuxième tome de la série Lou. Et c'est un gros festival un peu, je sais pas, un genre de Woodstock dans un lieu reculé. Et évidemment, ça va être les aléas de l'organisation. Ça va surtout être... Ce tome-là, je l'ai trouvé un peu plus dans l'ambiance du tome 7 du premier cycle de Lou. Donc, on est plus dans... tous les amis des autres tomes, pas mal, vont se retrouver dans ce tome-là. On est dans une ambiance festive puis de petits problèmes événementiels, donc c'est intéressant. Il y a plein de petits clins d'œil dans le déroulement de l'intrigue, à savoir qui prépare potentiellement une révélation en lien avec les origines de Lou, donc potentiellement. Donc voilà, mais j'en dirai pas plus, mais c'était un tome agréable. Je pense que c'est un tome pour les fans de Lou. Il y a énormément de clins d'œil aux autres tomes avec des petites références. C'est pas beaucoup expliqué par contre. Donc peut-être que si vous n'avez pas lu la série des Loups, et puis vous avez commencé directement avec le cycle Lou Sonata, c'est peut-être pas le meilleur tome pour ça parce que on en profite vraiment plus quand on a lu les autres Loups. Puis même moi, c'était loin, donc il y a des référents que j'avais comme pas, mais j'ai quand même compris globalement. Donc, peut-être ça que j'ai trouvé que c'était un petit peu très évident que c'était un tome préparatoire à une conclusion. Parce que dans le fond, on annonce que le troisième tome, il va y avoir un troisième tome à Lou Sonata, mais ce sera le dernier, donc le tome qui va conclure ce fameux deuxième cycle-là. Et avec la fin sur laquelle on nous laisse, c'est ça. Bon, on a comme fait, en fait, à mon avis, ce tome 2-là, c'est comme si c'était la première partie du tome final. Donc, on met vraiment les choses en place. C'est quand même intéressant de revoir tous les gens qui ont tourné autour de Lou à travers toute son adolescence, sa jeunesse, son adolescence et tout ça, qui sont là, qui sont rendus ailleurs dans leur vie, mais qui ont quand même gardé leur fraîcheur. Il y a toujours l'humour de la plume qui est intéressante. La maman de Lou est rendue qu'elle décide de se mettre de l'avant avec son fameux roman, qui est en train d'écrire le roman, en fait, de science-fiction qu'elle écrit. Donc, c'est super intéressant. C'est comme vraiment, je vous dis, là, c'est un tome doudou pour ceux qui aiment vraiment la série. J'ai préféré ce tome-là, donc le tome 2 du cycle Sonata au tome 1. Pour moi, le tome 1 de Lou Sonata, c'était... Je sais pas, on aurait dit que on avait tellement été ailleurs avec le tome 7 du premier cycle que là, on dirait que je m'y retrouvais moins. On était beaucoup dans les affres de la transition vers l'âge adulte, puis c'est correct, mais pour moi, on sortait un petit peu de l'originalité que j'avais vraiment aimée dans la série Lou, parce que c'est une série qui mettait en scène une ado singulière avec une mère monoparentale où les rôles étaient un peu inversés. Puis oui, elle avait des considérations puis des problématiques que tout le monde peut avoir, mais elle avait tellement un contexte familial qui était singulier et agréable et adorable que ça faisait de cette série-là quelque chose d'original. Dans le cycle Lou Sonata, en ce qui me concerne, j'ai trouvé qu'on tombait moins dans l'originalité. On essayait plus de répondre potentiellement peut-être à une soif des fans de savoir qu'est-ce qui se passe plus tard dans la vie de Lou. Puis là, on boucle beaucoup de boucles dans ce tome-là, un peu peut-être rapidement. Donc, il y a peut-être juste ça que j'ai trouvé qui était un peu moins intéressant. Mais sinon, par contre, l'histoire, même s'il n'y avait pas eu toutes ces références-là aux autres tomes de la série puis du cycle, j'aurais bien aimé ça. Même juste ça comme histoire, ça aurait été bien suffisant. Il n'était peut-être pas obligé d'avoir autant de rassemblements de gens qui se retrouvent là, mais
comme je ne sais pas de quoi est fait le tome 3, j'imagine que c'est peut-être pour une raison que tout le monde était là. Mais j'ai trouvé ça agréable. La mise en page était vraiment différente. La composition, je veux dire, graphique était vraiment différente. Avant, il y avait beaucoup plus de cases dans les autres loups, puis là, on passe vraiment à un autre format. Donc, on est vraiment comme ça, avec des cases qui n'ont même pas de blanc en haut. Donc, on est vraiment dans une autre... on est plus dans une conception graphique de webtoon, un peu. Puis ça paraît quand même que c'était potentiellement fait avec un autre genre de médium qu'avant. Mais ce qui est intéressant par contre, puis c'est vrai, c'est qu'on a une bande originale du roman graphique qui est disponible même en vinyle à l'achat. Voyez-vous, ça c'est les... ça c'est les groupes. C'est le Dead Dung Festival. Ça, c'est les groupes qui sont potentiellement invités à cette espèce d'événement-là. Puis, dans le fond, dans ce tome-là, on a une... je vais la retrouver. On a une bande sonore qui est disponible, dans le fond, en vinyle, mais qui est aussi disponible avec un code QR. Donc, ce bout-là, c'était intéressant qui ait poussé l'aventure jusqu'à ce niveau-là. Donc, agréable. Parce que je veux suivre Lou jusqu'au bout, mais peut-être qu'objectivement, le cycle Lou Sonata, je ne sais pas s'il était nécessaire. Mais tome 2, comme je vous dis, j'ai plus retrouvé pied dans le tome 2, même si on retrouve un peu plus la singularité de Lou, donc ça m'a un petit peu, ça m'a rassurée. Et sinon, j'ai lu le 4e et dernier tome du Grimoire d'Elphie. Voilà, donc c'est le trésor de la tricomancienne. Et, ben, comme je vous disais, j'en avais un petit peu parlé, mais dans le fond, Elphie, c'est une... Je ne lirai pas la 4e nécessairement, mais en fond, j'en ai parlé tantôt, mais Elphie, c'est une jeune fille qui évolue dans la vie avec ses 2 sœurs, donc sa plus vieille sœur qui a acheté un bibliobus, qui a fait un bibliobus, donc une librairie sur roue avec un ancien bus londonien à 2 étages. Et il se promène dans la campagne pour aller s'arrêter dans différents villages. Puis à chacun des tomes, il va avoir une aventure. Puis c'est Elphie qui va la mener. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est pourquoi elles sont ensemble, les 3 sœurs. C'est qu'elles ont perdu, dans le fond, en fait, leur père est un scientifique qui est un petit peu dans sa bulle. Puis leur mère est décédée dans un incendie alors qu'elle faisait des expériences dans la maison. Puis, dans le fond, il y a une des sœurs d'Elphie qui a été blessée dans l'incendie. Puis, dans le fond, il avait été confié d'abord à leur tante, mais finalement, ça se passait zéro bien. Puis, dans le fond, la sœur la plus vieille, dès qu'elle est devenue majeure, elle a réclamé la garde de ses sœurs. Fait que on est un peu dans cette dynamique-là. Et Elphie est particulière parce qu'elle a réalisé qu'elle avait des pouvoirs magiques comme potentiellement sa mère avant, parce qu'elle a hérité d'un grimoire, du grimoire de sa mère, et ce grimoire-là, lorsqu'elle écrit dedans, peut potentiellement générer de la magie. Donc, je n'en dirai pas plus, puisque dans le fond, la formule est là. Puis comme je vous dis, à chacun des tomes, c'est comme une enquête. Ils sont dans un village, il se passe quelque chose, ils partent à la recherche de soit l'objet, la personne, la vérité, et ça se conclut ensuite. Puis dans celui-là, ben, en effet, ils vont se retrouver au village. En fait, ils vont aller chez leur grand-père, donc le père de leur maman décédée, et ils vont se retrouver là parce qu'il y avait un arrêt à faire. Et ils vont réaliser que leur grand-père a l'air très seul, a l'air très perdu, mais qu'il a l'air d'avoir un secret. Évidemment que moi, en tant qu'adulte, j'ai rapidement compris ce que c'était. Ça va parler de sujets qui sont souvent dessus pour les adultes, donc c'est intéressant. Et également que la grand-mère des filles, donc la femme du grand-papa, aurait laissé un trésor. Donc, et cette grand-mère-là se faisait appeler la tricomancienne parce elle tricotait des choses qui rendaient les gens heureux. Donc là, dans le fond, Elphie se dit, est-ce que, dans le fond, si sa mère avait certains pouvoirs parce qu'elle avait le grimoire, est-ce que sa grand-mère aussi en avait? C'était quoi ce trésor-là? Elle va finir par décider d'aller le chercher parce qu'ils ont vraiment besoin de ce trésor-là pour quelque chose que je ne vous dirai pas, qui est en lien avec son grand-père et son état. Et voilà, donc on va apprendre un peu plus sur la situation, puis c'est une très belle conclusion. Comme toujours, ces tomes-là se bouclent très vite parce que c'est un format qui est imposé pour les BD jeunesse. C'est quand même un format un peu gros pour une BD jeunesse. Je ne dis pas gros, mais généreux. Mais même si c'est un format généreux, c'est 80 pages. Même si c'est généreux, ça se boucle quand même assez rapidement. Fait que souvent, ce que je trouve avec les grimoires d'Elphie, c'est que j'ai dit que leur père était scientifique, mais je mélange ça puis les sœurs Grimillet. Oupsie! Oubliez le père scientifique. Ils ont une maman et la maman, elle n'est plus. Donc, je m'excuse, j'ai vraiment fusionné les deux.
Donc, c'est ça, ça se boucle toujours un peu rapidement quand même vers la fin, mais c'est toujours vraiment agréable à lire. Les personnages sont super attachants. Elfie, elle a vraiment de la drive, puis j'adore la grande sœur qui a décidé d'acheter le fameux bibliobus. Je sais pas si je peux vous la montrer, mais ça, c'est un exemple ici. Donc, c'est cette sympathique jeune femme aux cheveux bleus. Donc, on a dans le fond la sœur du milieu, celle qui a été blessée puis qui a malheureusement une prothèse à la jambe. Donc, elle a une jambe qui a été écourtée, donc elle a une prothèse à la jambe. Elle est un petit peu plus traditionnelle et tout ça, puis elle est bien complexée par rapport au fait qu'elle a une prothèse, évidemment. À l'adolescence, c'est pas évident. La grande sœur, c'est une rebelle un peu dans le cœur. Puis, Elfie, c'est quelqu'un qui est très aventureuse. C'est une jeune fille très aventureuse, qui est pleine de ressources, mais qui s'attire un peu quand même des ennuis. Donc, c'est un peu ça les personnages. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé les retrouver. C'est une vraiment chouette série. C'est peut-être pas de l'ordre pour moi, par exemple. Tu sais, c'est pas comme dans les carnets de cerises, pas à ce point-là. Mais l'univers qui a été créé par Audrey Alouette. D'ailleurs, je vous ai pas dit les créatrices, mais c'est scénario Christopher Leston et Audrey Alouette, dessin Minnie Ludwin. Et couleurs Sandra Charlet et Citrostreb, c'est chez Dracou. Donc, je trouve que l'univers qu'ils ont fait, c'est vraiment un univers sympathique. Puis c'est une BD qui fonctionne très bien pour, je dirais, 7-10 ans peut-être. Je sais pas, il n'y a pas trop de texte. L'héroïne a, je sais pas quel âge qu'elle a. 8 ans, 9 ans, je pense, 9 ans, mais tu sais, bon, oui, il y a des choses terribles par rapport aux parents, mais on n'est pas trop dans ces détails-là, donc c'est super adapté. Puis dans le quatrième tome, je n'avais pas remarqué, mais c'est peut-être déjà le cas dans les autres tomes, on emprunte même peut-être un peu des codes de manga, parce qu'à un moment donné, il me semble qu'il y a un moment où on va entendre le grand-père parler sans le voir, et ça va être une petite espèce d'émoji du grand-père qui parle comme ils font dans les mangas quand il y a quelqu'un d'absent. Dans la case, mais qui parle, je le retrouve pas. Mais j'ai vu qu'il y avait certains codes, on dirait, qui étaient comme un petit peu empruntés, mais c'était intéressant. Donc, j'ai beaucoup aimé celui-là. Bien contente d'avoir découvert cette série-là. Puis, ben, écoutez, c'est triste parce que c'est la fin, mais bon, c'est correct. J'aime bien ça quand même quand les créateurs, créatrices décident que c'est ça qu'ils voulaient faire. C'est bouclé, on n'ira pas plus loin. Je trouve que oui, après, on est un peu déçus parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais au moins, la sauce n'est pas étirée. Là, ça a vraiment bien bouclé la boucle. Donc, 2 sympathiques lectures, des suites de séries, dans le fond, pour moi, donc pour cet après-midi. Et ben voilà, maintenant, je vais aller continuer à me reposer. Et puis, ben, je vous reprends quand je peux. Bonjour! Alors, je vous reprends en ce dimanche fort ensoleillé. J'ai derrière moi ma migraine. On va toucher du bois, mais ça va après 2-3 jours un peu sur le derrière, comme on dit. Me revoici donc, et entre-temps, j'ai quand même commencé une nouvelle lecture. J'ai commencé une lecture audio. C'est un livre que je voulais lire depuis... En fait, que je vois passer depuis des années, je pense potentiellement 10 ans, et que j'avais vu par la bibliothèque, que j'ai souvent recommandé avec ce qu'on m'en avait dit, mais que j'ai toujours l'impression que cette série-là, ce serait trop pour moi. Donc, c'est la fameuse série Le département V de Jussi Adler-Olsen. Ce qui m'a donné envie de tenter le coup, c'est que Petite Lectrice et Full Books faisaient un partenariat avec, je pense que c'est chez Albin Michel, je me souviens plus c'est quoi. Oui, Albin Michel, les éditions, pour la sortie du plus récent tome, et il organisait une lecture commune par semaine de tous les tomes du département V. Puis là, ça m'a juste rappelé, dans le fond, que j'avais peut-être envie d'essayer. J'ai toujours trouvé que potentiellement ce serait trop sombre, comme je vous dis, pour moi, trop sordide, trop glauque. Mais comme depuis, j'ai quand même découvert que j'étais capable de lire, dans certains cas, une partie de la littérature scandinave, ce qui n'était pas trop intense, je me suis dit que j'allais tenter le coup. Donc, j'ai commencé en livre audio, mais je le lis aussi en numérique, comme vous allez pouvoir voir, le fameux Miséricorde de Jussi Adler-Olsen, donc le tome 1 des enquêtes du département V. Et ma foi, j'en suis rendue à 48%, donc je l'ai lu en partie en audio, en partie en numérique. Je vais vous lire ce qui est indiqué comme 4e de couverture. Ça divulgage un peu, mais dans le fond, on apprend quand même assez tôt la situation que je vais vous mentionner là. Mais moi, voyez-vous, je l'ai commencé sans lire la 4e parce que je voulais pas le savoir. Donc, c'est parti pour la 4e de couverture. Pourquoi Merete Lingard croupit-elle dans une cage depuis des années? Pour quelle raison ces bourreaux s'acharnent-ils sur la jeune femme? 5 ans auparavant, la soudaine disparition de celle qui incarnait l'avenir politique du Danemark avait fait couler beaucoup d'encre. Mais faute d'indices, la police avait classé l'affaire.
jusqu'à l'intervention des improbables Karl Mörk et Hafez El Assad du département V, un flic sur la touche et son assistant d'origine syrienne. Pour eux, pas de cold case. Donc, en effet, dans le Tom Mörk, on va assister à la formation de cette brigade-là qui est le département V, qui au départ s'avère une décision politique. Dans le fond, c'est qu'on trouve qu'il y a beaucoup trop de cold case et que c'est des affaires, en fait, qui mériteraient qu'on s'y attarde, mais on n'a pas nécessairement les ressources. Donc, une ministre, ou je me souviens plus si c'est une ministre ou un ministre, décide de fonder ce département-là, qui est un département comme à part, mais qui est quand même sous l'égide de la police de Copenhague, parce que ça se passe au Danemark, donc de la police, il me semble, de Copenhague. Mais c'est comme quand même un bureau indépendant. On va donc rencontrer le fameux Karl Mörk, qui est un inspecteur de la police de Copenhague et qui vient de sortir d'une affaire qui est très traumatisante, une affaire où il y a eu, dans le fond, des blessés dans ses collègues proches et il est un peu sous le choc. Puis c'est quand même le classique du policier ronchon, personne ne veut travailler avec lui. Puis dans le fond, les deux collègues qui ont été impliqués dans cette intervention-là avec lui, c'est comme un peu les deux seuls qui étaient capables de le tolérer. Et évidemment, l'administration est un peu dans une situation où ils sont comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? » Donc, au retour de son arrêt maladie, Karl Mörk est comme on lui offre une opportunité d'aller à la tête du département V qui est créé. Et la police, eux, de leur côté, font une espèce de petite magouille parce qu'ils se disent, bah, on va le mettre là, et on va y empiler des affaires classées, et c'est un peu comme pour le mettre sur une tablette. Il va sans doute réagir en faisant pas grand-chose, mais nous, on va avoir le budget quand même parce que c'est sous l'égide de la police nationale. Donc, ça commence comme ça, puis dans le fond, plus ça va, plus Karl Mörk va découvrir à quel point il y a eu des budgets qui ont été fournis pour fonder ce département-là, puis à quel point on lui donne absolument rien. On le relègue dans le sous-sol, dans une place vraiment glauque. Il finit par exiger d'avoir au moins un assistant qui va comme faire le ménage et tout ça, en se disant qu'il pourrait l'utiliser pour faire d'autres tâches, mettons, faire des fax, des photocopies et tout ça. Oui, fax, parce que ça fait quand même longtemps. C'est paru, ça c'est le format poche 2013, mais pour moi c'est en 2000, peut-être 11, 10, je vais regarder. Je vais pas vous dire n'importe quoi. 2011. Donc, je vous disais que ça faisait plus que 10 ans à peu près. Donc, bref, Karl Mörk obtient ce fameux assistant-là qui est Assad, qui appelle Assad, mais dans son nom complet dans la 4e, qui est un homme d'origine syrienne qui essaie de se trouver, mais en fait, qui est arrivé récemment au Danemark. Là, je dis Danemark, puis j'ai comme peur, on dirait que je me demande si c'est le Danemark ou la Suède, mais enfin, bref. Je vais vous mettre une petite note si jamais c'est pas le cas. Donc, finalement, ce qui va arriver, c'est que lui, il s'est un peu trouvé, il veut comme vraiment, vraiment travailler, puis il veut vraiment travailler au poste de police, donc il est prêt à tout faire. Puis dans le fond, on se rend compte que c'est en effet quelqu'un qui a une grande curiosité, qui est très proactif, qui va se mettre tout de suite à un petit peu comme avec l'accord de Karl Mörk à consulter des dossiers en promettant de rien dire, vu que techniquement, il n'y a pas eu l'enquête spécifique pour permettre de lui partager ces informations-là. Puis il va vraiment devenir un assistant super précieux parce que Karl Mörk est un petit peu quelqu'un de caractériel, un peu lâche, un peu en réaction, un peu en post-traumatique aussi, qui lit pas ses trucs et tout, puis c'est comme son Assad qui va les lire, puis va faire en sorte que ça va un peu plus avaler, puis ça va stimuler l'intérêt dans le fond de Mörk. Donc, on va les voir partir tous les deux ça c'est en 2007, donc une des temporalités, dans une première des enquêtes classées finalement, qui est la fameuse enquête qui concerne Meret Lynggaard, cette femme politique-là qui a disparu sans crier gare, donc ils vont se lancer sur cette piste-là. Ce roman-là a la structure classique d'un polar scandinave, c'est-à-dire qu'on est toujours en deux temporalités. Donc, on alterne entre 2002 et 2007. 2002, on va suivre Meret avec sa vie d'avant jusqu'au moment où elle va se faire enlever. Et ensuite, on va voir au fur et à mesure, dans le fond, sa séquestration, tout en ayant le 2007. Évidemment, ça prend un peu de temps avant qu'on comprenne que c'est le cas, l'affaire qu'ils vont choisir, finalement, sur laquelle se pencher en 2007. C'est pour ça qu'on la voit en parallèle en 2002, mais ça arrive quand même assez rapidement, donc ça ne va pas vous enlever un plaisir de le savoir. Donc voilà, ça c'est la grosse mise en contexte, puis j'en suis vraiment à la moitié, puis je vous dirais que ça va assez rondement. C'est-à-dire que c'est prenant, mais c'est prenant, on a le goût de savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a de la tension, mais pas tant que ça, c'est pas comme une montée de tension, c'est juste qu'à chaque fois qu'on retourne en 2002, j'essaie de lire rapidement parce que moi, les séquestrations, en tout cas, c'est cette partie-là qui me faisait un peu peur dans le fond dans Justice Adler-Hudson, parce que je savais que c'est des enquêtes potentiellement sordides.
pour le moment, c'est terrible parce que c'est une séquestration inexpliquée et ça va être des sévices plus de tests de survie humaine. Pas jusqu'à maintenant, en tout cas, pas nécessairement des violences physiques. Ben, en fait, globalement, oui, parce que la séquestration, puis ce qu'ils vont faire, la privation dans laquelle ils vont la mettre, ça crée des problématiques physiques. Mais je veux dire, il n'y aura pas tant de violence physique ou de violence sexuelle jusqu'à maintenant. Donc, si ça reste comme ça doit être comme la limite juste pour laquelle je suis capable de tolérer. Mais je vais quand même essayer de finir au moins ce premier tome-là pour voir si c'est une série que je veux suivre. À la mi-chemin, je vous dirais que j'aime bien la plume. Je m'attache assez... je me suis attachée aux personnages qui ont été présentés là. C'est sûr que c'est une mise en contexte, une mise en place, donc c'est toujours un peu plus long, un tome 1. Le personnage de Karl Murk, je l'aime et à la fois je l'aime pas. Je l'aime parce que on peut pas s'empêcher de s'attacher à lui avec son caractère bourru et tout ça. J'adore le personnage de Assad, évidemment. Mais c'est sûr que j'ai quand même trouvé que la plume, c'est peut-être la traduction aussi, mais la plume a peut-être moins bien vieilli. C'est sorti en 2011. Puis c'est très... le personnage de Karl Murk est un peu comme, ben pas misogyne, il est un peu macho, il passe des commentaires tout le temps sur l'apparence des filles tout le temps, c'est comme ça qu'il a tendance à comme le mener pour aller dans cette interaction sociale, puis il y a quelques petites remarques un peu de mauvais goût. Puis c'est sûr que j'avais peur de comment il allait traiter l'assistant Assad, qui est dans le fond un nouvel arrivant dans le pays où il est là. Puis tu sais, j'espérais qu'il allait pas avoir comme... peut-être pas du racisme, mais comme un petit peu des remarques limites discriminatoires. Jusqu'à maintenant, ça va. C'est correct. C'est quelque chose qui fait en sorte que ça a comme changé un peu la balance des pouvoirs, puis Karl Murk a tendance à finalement plus prendre sa défense, même si les commentaires qu'il fait, c'est par rapport à sa méconnaissance de comment ça fonctionne dans le pays, mais c'est pas nécessairement lié à son origine spécifique. C'est juste que pour lui, il est comme « Ah mon Dieu, c'est vrai qu'il connaît zéro ce contexte-là », puis il a tendance à plutôt le protéger qu'autre chose, même s'il se fait des réflexions des fois en disant « Je peux pas croire que je suis en train d'expliquer ça », mais dans le fond, on découvre aussi du côté d'Assad, qu'est-ce que c'est quand tu arrives dans un autre pays, il y a certains repères que tu n'as pas, qui sont pas les mêmes, puis qui font en sorte que tu as l'air d'être quelqu'un qui a pas de ressources, mais que finalement, en fait, non, parce que c'est vraiment grâce à lui que le département fonctionne. Donc, grand point pour vous dire que je suis en pleine lecture. Jusqu'à maintenant, je m'accroche. Je pense que ça ne sera pas nécessairement un coup de cœur, mais je trouve ça fascinant. Donc, je suis contente jusqu'à maintenant de pouvoir oser Jussi Adler-Olsen, puis enfin pouvoir savoir en parler au pire aller. Donc, je vous tiens au courant pour la suite des choses. Sinon, hier, je suis passée à la Bibli. Dans le fond, en fin de soirée, mon mal de tête m'a fini par me lâcher un peu assez pour que je me rende. Et je suis allée récupérer... Pardon. Je suis allée récupérer des livres de bibliothèque que j'avais réservés. Donc, tout d'abord, un livre que j'avais vu passer chez Piketty Bookin, qu'elle avait chaudement recommandé, puis ça me tentait vraiment gros. Puis finalement, j'avais comme fait la suggestion d'achat, puis ils ont fini par l'acheter, donc je suis super contente. Alors, c'est La ville de Braise et de Croc de Mip Roberto Sanca. Mip, je vais le dire tout croche, hein, je suis désolée. Mip Roberto Sanquer. Sanquer. Je suis vraiment désolée, mais c'est en langue originale français, fait que c'est peut-être un nom de plume. Donc voilà, et j'ai oublié la quatrième de couverture, mais comme vous pouvez voir dès le départ, c'est quand même un peu une ambiance steampunk. Donc c'est parti pour la quatrième. Bienvenue dans le Paris des Orgueilleux. 21 octobre 1901. Après 7 années d'exil, Cécile Gauthier, accompagnée de sa familière Sémiramis, est de retour à Paris. Agente spéciale de l'Institut Orgueil, elle se voit confier une mission difficile. Trouver le coupable de la série d'infanticides qui terrorise la capitale depuis plusieurs semaines. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'on lui adjoint Frémont, un pisteur doublé de son lynx farouche qui déteste la ville et la promiscuité humaine. Ensemble réussiront-ils à déjouer le terrible complot qui vise à bouleverser le monde tel qu'ils le connaissent? S'engage une vraie course contre la montre pour empêcher de nouveaux meurtres avant le soir d'Halloween. Donc, c'est indiqué aussi qu'en haut de la quatrième, c'est indiqué des humains aux capacités augmentées, des animaux dotés de parole, des enfants qui disparaissent. Donc, ça me tentait bien, c'est chez Scrinéo. En fait, c'est chez Scrinéo. Et puis, ben, j'étais bien intriguée. Une petite ambiance un petit peu, peut-être steampunk fantasy. Ça me semblait intéressant. J'avais vraiment un goût de le découvrir. Donc, ça va être une bonne brique. Puis, j'aimerais beaucoup le découvrir sans trop tarder. Et ensuite, un petit plus récent, je pense que c'était fin octobre, fin 2023, il me semble qu'il est paru celui-là. Un petit roman illustré jeunesse. Est-ce que j'ai une date?
en 2024, donc début d'année. Donc, un petit roman illustré jeunesse qui est Semer les soleils et c'est par... Oups, le reflet, je ne sais pas si je vais y arriver. Hop, hop, hop. Bon, vous allez avoir du reflet de toute façon. Donc, Semer les soleils par André Poulain et Enzo et c'est chez La Courte Échelle, je crois. Est-ce que c'est chez La Courte Échelle? Oui. Et je vis la 4e de couverture. Bombe qui éclate, grenade qui explose. Dans un pays lointain, la guerre fait des ravages. En sécurité dans sa maison, Théo est bouleversé par les images de destruction vues à la télévision. Une foule de questions s'agitent dans la tête du garçon. Pourquoi la guerre? Pourquoi cette violence insensée? Pourquoi tant de haine? Les adultes autour de Théo n'ont pas de réponse satisfaisante. Son anxiété monte et il se demande comment chasser ses cauchemars. Surtout, Théo se demande comment il pourrait aider à construire la paix. Donc, évidemment, vous voyez, avec les tournesols, on sent que ça va potentiellement aborder la guerre en Ukraine. C'est un... Ben, je pense que c'est de la poésie illustrée. Je viens de voir ça. Ouais, cool. Donc, c'est un roman potentiellement en vers libre avec des chapitres qui sont bribe par bribe et avec de la poésie illustrée. Voyez-vous ça, comment c'est terrible et beau. Voilà. Donc, celui-ci aussi que je suis allée chercher. Alors, ce sera potentiellement dans des prochaines lectures, mais pour le moment, je me concentre sur mon terrible Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. Puis, ben, je vais vous revenir quand je peux. Bonjour, alors me revoici dans la studio mobile en mode chronique express pour le midi. Je voulais simplement vous dire que, ben oui, en fait, je suis toujours en apnée dans la lecture de Miséricorde de Jussi Adler-Olsen, mais j'ai eu l'opportunité de lire un roman graphique vraiment parfait puis qui était très original. Donc, c'est le roman graphique qui s'intitule Émile IA, donc Émile.ia de Pierre Jung-Sing, je pense que je ne le dis pas comme il faut. Je vais vous mettre le nom parce que je veux surtout pas maganer le nom de la personne qui a créé ça. Alors, c'est un roman graphique qui aborde la dysphorie de genre et on va suivre en fait le personnage d'Émile qui est né dans un corps de femme et qui envisage en fait, qui a pris la décision de faire une transition, donc elle prend des hormones et va subir une mammectomie pour en fait être plus en accord avec comment elle se sent par rapport à ça. Donc, elle se sent comme un homme. Et puis, en fait, elle est à l'université. Elle va être en colocation avec une jeune femme qui vient d'arriver qui s'appelle Lisa. Et cette fameuse jeune femme-là, elle est en mode je veux ramasser des sous pour me faire ajouter des seins parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas une assez grosse poitrine et tout. Donc, ça va être une drôle de confrontation. Évidemment, les premières questions par rapport à le principe, la confrontation entre le sexe, entre guillemets, biologique, la dysphorie de genre et tout ça, c'est sûr que c'est amené avec candeur et maladresse par le personnage de Lisa, mais c'est pas méchant et tout. Mais évidemment que ça va confronter le personnage d'Émile. Et au fur et à mesure du roman graphique, on va suivre évidemment le parcours, les grands questionnements. On va revenir un peu sur le psychologue qu'elle a rencontré pour, en fait, pour avoir un diagnostic de dysphorie de genre. Et évidemment aussi l'opération, la fameuse opération. Et ce qui va s'en suivre après, c'est-à-dire le grand doute. Et c'est ça que j'ai trouvé original. En même temps, Puis en fait, il y a eu une critique que j'ai lue, je me sens que c'est sur Planète BD, mais ou c'est à l'arrière, je me souviens plus c'est quoi dans le prologue, mais j'ai juste vu que c'est vrai que c'est un peu délicat comme approche. C'est un roman graphique qui se veut semi-autobiographique, donc ça reste potentiellement l'histoire de quelqu'un, mais pourquoi je vous dis que c'est original, mais que c'est quand même délicat, c'est que c'est une histoire de dysphorie de genre qui se caractérise par une transition suivie d'une détransition. Donc, puis là, ben, je vous le divulgage pas grand-chose, c'est vraiment ça un peu l'idée. On va vraiment suivre le personnage d'Émile dans tous ses doutes, ses questionnements. Ce que ce personnage-là va finir par faire comme cheminement psychologique, puis prendre la décision de détransitionner une fois la mammectomie faite et ajuster, en fait, avoir une perception de son corps et de son genre qui est finalement relativement en phase avec le fait d'avoir physiquement un corps qui est né biologiquement comme une femme. Donc, c'est spécial parce que en même temps, c'est traité avec tellement de justesse parce que ce que j'ai trouvé, en même temps, je ne suis pas directement concernée par la transidentité. J'ai aucune idée si c'est
adéquat ou pas, mais en fait, je pense que c'est plus comme un partage d'expérience. Fait que quand je vous disais que le danger, c'est ça, c'est que c'est sûr qu'en racontant cette histoire-là, le message qui est passé, c'est qu'il n'y a pas juste évidemment un cheminement de transidentité. Les gens qui souffrent de dysphorie de genre n'ont pas tous le même processus, n'ont pas un processus nécessairement linéaire. Il peut être en circonvolution, comme dans le cas du personnage d'Émile, qui finalement prend la décision de revenir à son prénom d'origine qui était Emilia. Mais c'est sûr que ce qui est un peu un danger, c'est qu'avec tout la difficulté que les gens qui vivent en transidentité ou qui ont une dysphorie de genre ont avec la perception par la société que les gens ont tendance à dire, ben non, mais il y a toujours une école de... Oui, mais biologiquement, un corps de femme a certains attributs, puis on peut pas être dans un corps de femme puis se sentir inadéquate dans ce corps-là, puis vraiment s'identifier à un genre qui est autre. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu un danger parce que cette histoire-là, ce qu'elle montre, c'est que justement, il n'y a pas une seule histoire, il y a juste les réflexions, le cheminement personnel, puis que peu importe le choix qu'on fait, c'est avec soi-même qu'il faut prendre cette décision-là, puis il faut voir dans quel... puis là, j'essaie de voir ce que j'ai compris en tant que personne qui en fait s'identifie au genre dans lequel je suis née, mais donc j'ai peut-être des maladresses quand j'en parle, puis si jamais j'en ai, vous n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire, je veux vraiment pas blesser personne. Mais ce que j'ai compris vraiment, c'est que ça met en valeur, c'est ça, cette différence-là de cheminement. Puis que, en fait, aussi le fait, comme je vous disais, que peu importe la décision, le cheminement qui est pris, les étapes qui sont choisies, qui sont enchaînées et tout ça, c'est sûr que ça ne sera jamais évident à, entre guillemets, défendre. Et à la fois dans la société et dans la communauté des gens qui sont dans la transidentité ou en dysphorie de genre. Parce que justement, dans ce roman graphique-là, le personnage de Émile, éventuellement Emilia, va avoir un meilleur ami qui s'appelle Harry, qui est quelqu'un qui est non-binaire. Et puis, cet ami-là va vraiment prendre les étapes que Emilia va choisir de faire, donc transition de transition, comme une grosse confrontation par rapport à sa perception, justement, de la transidentité, des parcours de la transidentité et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment audacieux d'avoir abordé ça, d'accepter d'être sur la fine ligne qui pourrait à la fois servir et desservir les gens qui vivent cette réalité-là. J'ai trouvé que c'était vraiment, c'était vraiment audacieux. Puis moi, je l'ai perçu vraiment, comme je vous dis, avec toute la nuance que ça a. J'ai pas eu l'impression que ça justifiait un parcours plus qu'un autre. En fait, je l'ai plus perçu comme il y a une richesse de parcours, que ce soit dans les gens qui sont en transidentité ou avec la dysphorie de genre, ou les gens qui sont non-binaires, des gens qui sont techniquement hétéros, qui s'identifient à un genre. Je m'excuse, je mélangeais deux choses. Des gens qui s'identifient à leur genre de naissance. Et ça parle aussi d'orientation sexuelle par le biais de Lisa. Donc, on est vraiment dans une autre approche. Mais justement, il y a aussi l'idée de l'orientation sexuelle. Il y a même les débuts de comment on peut vivre une relation amoureuse et sexuelle avec quelqu'un qui est en dysphorie de genre. Qu'est-ce que ça fait par rapport à nous-mêmes? Ça fait poser des questions. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Donc, j'ai vraiment trouvé ça super. Puis, ce qui est intéressant, c'est le choix graphique qui a été fait, c'est qu'en fait, c'est comme un peu un anthropomorphisme, mais dans le fond, on voit vraiment le personnage de Émile qui est dans un... Je pense que c'est en forme de poussin, mais je pense que c'est comme une tête de poussin, mais elle a un corps avec des attributs qu'on associe aux femmes. Puis Lisa, elle a comme une espèce de corps une espèce de bouche allongée. Puis en fait, Emilia, quand elle se voit dans le miroir, elle va voir un chien, donc quelque chose de différent. Donc, c'est intéressant parce que ça va justement un petit peu... On est sorti un petit peu des barèmes réguliers, puis je pense que ce que ça amène aussi, c'est que c'est pour montrer qu'en fait, c'est pas parce qu'on a des attributs qui sont associés à un genre que nécessairement la personne s'identifie à ce genre-là. Puis je trouve que ça transparaît bien justement par ce choix-là d'illustration, en fait, des personnages.
Donc, ça a peut-être été un peu chaotique, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, parce que c'est comme vraiment une réalité que je connais pas beaucoup, mais c'est excellent. Je pense que ça vaut la peine de tout à fait le faire croiser votre parcours. N'hésitez pas. Et c'est publié chez l'employé du mois. Non, pas l'employé du mois. Donc, les éditions de l'employé du mois, que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je vois ça. Donc, voilà, lecture surprise est vraiment intéressante. Donc, je vous souhaite de la découvrir, cette lecture-là. Puis, je suis vraiment intéressée si jamais, dans les gens qui regardent ici, il y a des gens qui sont dans cette réalité-là de transidentité ou qui souffrent de dysphorie de genre, puis qui ont eu l'impression que de la manière dont j'en ai parlé, c'était peut-être pas adéquat ou c'était pas la bonne façon, mais n'hésitez pas à soit venir en message privé ou me le mentionner en commentaire de façon courtoise. Je vais essayer justement, je m'en à apprendre à savoir comment, peut-être que c'est moi qui l'ai perçu autrement. Mais cela dit, je pense que pour tout le monde, qu'on soit dans cette réalité-là ou pas, c'est tellement intéressant comme prise de parole que faut pas hésiter. Alors voilà, sur ce, je vais mettre fin à cette chronique express, puis on se reprend dès que je peux. Et bonsoir. Alors, je vous reprends en ce mercredi soir pour vous parler des lectures que j'ai terminées tout juste. Alors, tout d'abord, ma fameuse découverte de Jussi Adler-Olsen, donc son premier tome de les enquêtes du département V, donc Miséricorde. Ma foi, je suis un peu restée sans voix, sans souffle en regard de cette intrigue-là. C'était vraiment excellent. Excellent. Terrible. Sordide, mais excellent. Donc, ça a été rude. Je ne savais pas si j'allais me rendre jusqu'à la fin. J'ai finalement réussi en raison du fait qu'il y a vraiment une partie de l'histoire, celle qui se passe, dans le fond, comme je vous disais, dans le passé, où on va suivre Merete, qui est une personne publique qui va être enlevée et séquestrée, pardon, dans un endroit qu'on ne sait pas trop c'est où et on ne sait pas exactement pourquoi, pendant une longue période de temps. Et donc, cette partie-là, qui est une des temporalités, évidemment, qui dit séquestration, dans ce cas-ci, dit potentiellement abus. Comme je vous disais, je vous avais dit que jusqu'à maintenant, c'était pas directement physique ou directement sexuel. Et ça demeure comme ça, mais en même temps, l'impact physique est quand même présent. Et plus ça va aller, puis plus ça va être intense. C'est tout ce que je peux dire. C'est très bien fait. Il y a beaucoup de détails quand même concernant cette partie-là. Au départ, on ne reste pas trop longtemps, donc on est gentil avec le lecteur, puis éventuellement, on va prendre de plus en plus de temps. Puis en fait, c'est tout à fait en phase avec ce qu'on peut imaginer que la personne qui est séquestrée va vivre, c'est-à-dire que autant on dirait qu'elle semble s'habituer à certaines situations qui sont pas acceptable, autant à un moment donné, elle va atteindre sa limite. Puis, dans le fond, comme lecteur, on dirait qu'on atteint en même temps qu'elle sa limite en termes de niveau d'atrocité, disons. Mais, comme je vous dis, par contre, il n'y a pas de trigger warning par rapport aux abus sexuels, juste pour vous dire. Puis, ben, peut-être que ça vous divulgage quelque chose, mais je pense que ça va quand même. Là. Bon, c'est quand même terrible comme ça. On n'a pas besoin de rajouter en plus la couche des abus sexuels. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce roman-là? OK. Donc, comme je vous dis, j'ai trouvé que c'était excellent. Quand je dis excellent, j'ai trouvé que l'écriture était vraiment... la trame était vraiment bien construite. Donc, les deux temporalités, la naissance d'un nouveau département au sein, dans le fond, d'un service de police, avec à sa tête un personnage qui a un petit peu baissé les bras, qui est un peu en choc post-traumatique, puis qui a un petit peu baissé les bras par rapport à sa carrière. Et en même temps... pour qu'on puisse découvrir en parallèle, quand il va finir par se plonger dans une enquête, qu'est-ce qui s'est potentiellement passé dans l'enquête avec laquelle il essaye de jongler, puis qu'il essaye d'extirper la vérité et tout ça. Donc ça, c'est super intéressant, c'est vraiment bien tricoté. Je trouve que l'information est diffusée juste au bon rythme. C'est un excellent rythme d'ailleurs. Il y a de la description, un peu plus du côté de la temporalité qui est dans le passé, mais pas trop quand même. On est quand même pas mal plus dans, disons, l'introspection, puis des bribes d'avancement de l'enquête avec un peu d'action et tout. Donc, je trouve que le rythme, somme toute, est quand même intéressant. On n'est pas dans l'espèce de lenteur scandinave habituelle, mais on est quand même dans l'introspection quand même un petit peu. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment aimé la plupart des personnages.
Évidemment, il y en a que j'ai aimé plus que d'autres, puis les personnages vraiment méchants, je les ai pas vraiment aimés, mais c'est normal, ça veut dire que l'auteur a fait son travail. Mais par contre, je demeure avec le même bémol par rapport au personnage principal, donc le personnage de Karl Murk. Je demeure un peu, je reste un peu dubitative par rapport à une des caractéristiques du personnage qui est vraiment un personnage qui est macho, qui fait des remarques vraiment grosses sur comme l'apparence des femmes, puis c'est tellement pas utile. Puis là, moi, je suis pas nécessairement quelqu'un qui se froisse par défaut avec ça. Je suis bien d'accord pour la remise en perspective et tout. Ce roman-là, quand même, il date d'il y a peut-être une dizaine d'années, mais pas d'une trentaine d'années. Fait qu'on dirait que c'était comme un peu le personnage de Karl Murk qui est comme un peu resté coincé, on dirait, dans la fin des années 90. Puis en termes de maturité, disons, sociale, puis ça m'a comme dérangée. Mais en même temps, je sais pas si c'est est-ce que c'est vraiment, l'auteur a fait exprès pour que ce personnage-là nous soit comme à la fois sympathique et antipathique, potentiellement, mais est-ce que ça aurait pu s'exprimer d'une autre façon pour qu'on se trouve quand même qu'il n'est pas nécessairement sympathique, mais que ça tombe pas nécessairement dans les gros clichés de perception de la femme? Je sais pas. Ça m'a un peu dérangé. Mais comme les autres personnages sont super bien construits aussi, on y croit, sont vraiment comme un peu en 3 dimensions, j'ai fini par m'attacher quand même. Son assistant Assad, il est juste comme excellent. Mais vraiment excellent. Puis j'ai même eu peur à un moment donné que ça glisse vers un peu plus comme la xénophobie, mais finalement non. Parce que comme je vous dis, c'est comme le personnage de Karl Murk, on l'aime bien, dans le sens qu'on a comme le goût un peu qu'il évolue puis que ça aille mieux. Fait que c'est sûr que j'imagine que pour ça, il faut qu'on ait un caractère, au départ qui a plein de failles, puis qu'on déteste un peu. Donc, pour qu'éventuellement, on finisse par s'y attacher. Puis on s'y attache quand même. C'est confrontant, le fait qu'on s'y attache malgré que ses comportements ne sont pas toujours adéquats. Mais sinon, c'est ça. Il y a ça. Puis évidemment, les personnages qui sont liés à l'enquête, potentiellement, il y en a avec qui on va avoir de l'empathie, d'autres pas nécessairement. L'équipe, dans le fond, le fameux commissaire, le chef de la police, je ne sais pas c'est quoi son rôle exactement. Marcus, il est bien intéressant aussi, qui est un peu autoritaire, mais en même temps, il y a comme un petit peu un fond un peu plus doux. Donc, tu sais, on s'attache vraiment beaucoup au personnage. C'est ce qui fait que j'ai réussi justement à vouloir poursuivre l'histoire parce que les personnages étaient crédibles, on arrivait à s'attacher une bonne partie des personnages et que l'intrigue était super bien tricotée. En ce qui me concerne, ça a atteint mon niveau très, très, très limite de côté sordide terrible avec la partie justement dans le passé. Mais j'ai pas senti que c'était gratuit. Donc, on dirait que ça a comme passé. Je pense que j'aimerais tester potentiellement, éventuellement, un deuxième tome de cette série-là, Les Enquêtes du département V, pour savoir est-ce que je vais encore être capable de surnager, puis d'être dans un moment où ça m'atteint ici, mais je suis quand même capable de gérer ça en faisant des pauses et tout ça, parce que justement, le produit est de qualité, donc le livre, l'intrigue est de qualité, l'écriture est de qualité. Et est-ce que je vais m'habituer au fait que le personnage de Karl Murk est comme un peu un lourdeau qui m'énerve, dans le fond, un peu? Est-ce que ça, je vais m'y habituer ou pas? Donc, je pense que je peux pas vraiment passer d'autres commentaires par rapport à ce premier tome-là, à part que j'ai vraiment... ça a été une lecture prenante. J'ai aimé découvrir cette plume-là. J'ai trouvé qu'elle était très habile. Les personnages, il y en a qui m'ont dérangé, mais bon, c'est la vie. Puis, c'est le niveau de sordide un peu trop élevé, mais ça, c'est plus une perception personnelle. Fait que je veux dire, en tant que tel, si jamais ça vous cause pas de problème, ce genre de côté sordide-là, puis que le côté un peu lourdeau d'un enquêteur, ça vous dérange pas, Jussi Adler-Olsen, puis si vous le connaissez pas encore, cet auteur-là, ça vaut la peine de le découvrir. Donc, vraiment, bonne découverte. Et ensuite, je suis passée à quelque chose de complètement différent. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, puis je me souviens même pas si j'en ai parlé dans ce blog-ci, mais je pense que oui. Donc, c'est le fameux Semer des soleils d'André Poulain et Enzo chez La Courte Échelle. Et dans le fond, où on va suivre Théo, qui est un jeune garçon qui va découvrir petit à petit, en fait, qui va être témoin du début de la guerre, qu'on présume être en Ukraine parce qu'on a vraiment le rapport au tournesol. Donc, c'est pas nommé, mais on s'en doute que c'est un peu ça. Et qui va comme avoir un coup au cœur que tous ses repères vont complètement être chamboulés parce qu'il va comme comprendre que, prendre conscience qu'il y a une guerre là. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre? Que ça a un impact sur
les gens au quotidien, des gens comme lui, comme des enfants particulièrement. Puis, il va pas être capable de sortir de cette espèce de prise de conscience-là majeure que même nous, en tant qu'adultes, on a de la misère à gérer, mais que lui, avec son... Je pense qu'il a 10 ans, je me souviens plus. Avec son âge, l'âge qu'il a, il est comme enseveli sur sa prise de conscience. Et on va le voir évoluer à travers ça. Donc, comment il va être d'abord emporté par cette notion-là, vouloir en savoir plus, en même temps se sentir de plus en plus impuissant, pas toujours avoir les bons interlocuteurs à la maison. Son papa, il veut bien faire, mais il est comme moins là. Quand même voir un lien se développer avec sa voisine qui s'appelle Lena, qui vient de ce pays-là. Et comment sa prise de conscience, puis la prise de conscience qu'il a de la guerre va le faire se sentir de plus en plus seul parce qu'il n'a pas l'impression que cette prise de conscience-là est égale à travers les gens qui côtoient à l'école, ses amis et tout. Fait que là, il a l'impression que les gens ne comprennent pas qu'il faudrait qu'ils se sentent concernés par cette situation-là. Il ne comprend pas comment ça se fait qu'ils arrivent à être heureux, les autres, qui arrivent à jouer, à se chicaner pour des beautés, alors qu'il y a une guerre qui est là et qu'on ne fait rien et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment remuant. C'est un coup de cœur total, un coup au cœur aussi total. Vraiment. J'enchaîne les lectures sur la guerre en Ukraine ces temps-ci, mais ça a juste à donner comme ça. Et c'est mené de main de maître de maîtresse par André Poulain, qui est une autrice qui n'en est pas à ses premières armes en littérature jeunesse. Et là, je trouve que tout est tellement original et en même temps complètement utilisé tout à fait avec justesse. C'est-à-dire, tout d'abord, une structure qui est différente. Donc, on est ici sur un roman jeunesse illustré en vers libre. Donc, je vais vous en montrer un peu, mais je pense que je vous avais mis quelques prises d'images, par exemple, comme ça ici. Donc, vous voyez ici qu'on a des titres pour chacun. Ça fonctionne par bribes, dans le fond, dans la vie, dans le quotidien de Théo. Mais il y a quand même des sections qui sont plus grandes, qui ont des, comme par exemple ici. Donc, trois oiseaux sur un mur. Donc, ici, on est face à un chapitre, dans le fond. C'est comme là qu'on perçoit les chapitres. Puis après ça, c'est comme si chaque... non, c'est comme des parties, excuse-moi. Donc, chaque partie a des chapitres qui ont des titres à chaque chapitre. Puis, dans le fond, chaque chapitre, c'est une page ou 2 pages. Puis, ça raconte, dans le fond, un moment d'évolution de Théo dans ce moment-là. C'est tellement beau. C'est sûr que, je dis c'est des vers libres, mais on sent pas tant que ça la poésie. Il n'y a pas beaucoup de rimes, donc comme c'est en vers libre, nécessairement. Est-ce que ça aurait pu être écrit en texte suivi? Potentiellement. C'est peut-être juste ça que je me dis. Bon, en même temps, c'est un super bel exercice. Puis c'est intéressant, justement, comme construction, parce que ça fonctionne par bribes. C'est comme si c'était des petites bouffées d'émotions qui étaient mises en mots de façon poétique avec les illustrations d'Enzo qui sont assez audacieuses dans le sens où c'est des traits. Au départ, je ne serais peut-être pas allée comme vers ce genre d'illustration-là pour les personnages parce que des fois, je trouve que ça rend les choses un petit peu plus sombres. Mais il est quand même capable de produire des choses qui sont comme ça. Donc, on sent ici vraiment beaucoup la joie. Puis, une des illustrations que j'ai le plus adorée, je ne sais pas si je vais la retrouver rapidement. Autant là, voyez-vous, il est comme en trait assez important. Ça m'a même d'ailleurs fait penser un peu à Guillaume Perrault. Je ne sais pas, je vais essayer de vous trouver un exemple, mais ça m'a donné un petit peu cette impression-là au niveau concernant les illustrations. Mais il est quand même capable d'aller dans les nuances. Enzo, je vais juste voir. Ça, c'est une super belle composition. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais sinon, il est capable d'aller dans les nuances pour évoquer les émotions. C'est assez impressionnant. Il n'y a pas des illustrations à chaque page, mais c'est celle-là ici. Il est allé dans le délavé. Mais ça, c'est vraiment quand Théo est au plus profond de son espèce de détresse. Donc, regardez comment c'est beau. Beau et triste. Donc, voyez-vous qu'il a lâché un peu le trait vraiment évident comme ça pour aller dans les teintes d'embrouillard, justement. Donc, je trouve que la création est vraiment à 4 mains. André Poulain sait mettre les mots sur qu'est-ce qui se passe. Enzo, on dirait qu'il prend ça entre ses mains. Puis ici, comme semé ici et là, juste les bons visuels pour évoquer les émotions, pour évoquer les sentiments. C'est vraiment bien construit. C'est quand même assez sombre. Parce que
Et d'ailleurs, ça aussi, c'est audacieux. Parce qu'en fait, on y trouve la détresse d'un enfant. C'est rare qu'on va voir ça. C'est-à-dire qu'on va y trouver peut-être aussi l'enfant en nous, même pour les adultes, devant l'impuissance qu'on peut ressentir par rapport à une guerre qui ne se passe pas nécessairement de notre côté de l'océan, mais en même temps, à la dimension illogique, insensée, inexplicable, pas inexplicable, mais injustifiable, en fait, de la guerre. Donc, c'est cette partie-là qui choque le plus le garçon, je pense, c'est que il n'arrête pas de poser la question pourquoi il y a la guerre, pourquoi il continue, il tue des gens, il tue des civils, ils font du mal à tout le monde, ils se font du mal aussi éventuellement. Pourquoi ils continuent? Puis les adultes sont comme, je ne sais pas. Je peux pas te répondre. Je sais pas pourquoi, c'est pas logique, mais c'est là. On sait pas quand ça va se terminer. On sait quand ça commence, on sait pas quand ça va se terminer. Donc, cette espèce de moment-là est assez important. Il dure vraiment longtemps dans l'histoire avant qu'éventuellement, il y ait une petite porte d'ouverte pour l'espoir. Aussi pour un peu c'est pas la guérison version Hollywood. Soudainement, Théo, il croit en l'espoir et la paix sans aucune explication. Il va faire une rencontre super importante de quelqu'un qui va l'écouter puis qui va pas essayer de lui dire qu'il faut qu'il arrête de s'en faire puis que ça le concerne pas et tout. Qui va écouter ce qu'il a besoin d'exprimer, les cauchemars qu'il vit, l'impuissance qu'il va vivre, qui va écouter qu'est-ce qu'il a à dire, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il n'est pas capable de faire une différence. Puis dans le fond, elle va lui dire que ce qui est important, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui va t'apaiser tout en ayant peut-être l'impression que tu crées une certaine différence à ton échelle à toi. Puis c'est super beau qu'est-ce qu'il va finir par créer. Ça va impliquer pas juste lui. Je ne vais pas vous en parler parce que ça vaut la peine d'être découvert. Puis à la fin, je trouve que ça se termine bien. Puis oui, c'est sûr que quand même, des choses qu'on se dit, ah, bah, ça se règle quand même relativement bien, mais en même temps, on sent que Théo va toujours avoir en lui, a toujours en lui cette blessure-là de la conscience de la guerre. Puis c'est juste que tranquillement, il apprend à vivre avec ça, puis, mais pas à faire taire ça ou pas à banaliser ça. Donc, c'est ça qui est super différent. Justement, lui, ce qui le choque, c'est que les gens vont finir par s'habituer tranquillement à cette situation-là, alors qu'on ne serait pas censé s'habituer. Je trouve que c'est tellement c'est une lecture coup de poing pour faire réagir un peu peut-être l'inertie de ceux qui réagissent en se mettant la tête dans le sable par rapport à des situations comme ça qui sont en cours, pas juste en Ukraine maintenant. Peut-être par peur, par détresse, par pas savoir par quel bout le prendre. Je trouve que c'est tellement une belle, entre guillemets, leçon, mais c'est pas du tout moralisateur. On a juste l'impression qu'on partage en partie ces moments de dérive-là que le personnage principal a à un très jeune âge. Même si on est des grands adultes, puis qu'on est censé être capable de se gérer, puis d'essayer de voir jusqu'à quel point on est capable de mettre notre énergie justement à quelque chose de potentiellement positif et constructif sans nécessairement effacer le fait que c'est un grand vide. Je trouve quand même que c'est une super idée de se dire que dans le fond, d'avoir un cœur d'enfant là-dedans avec toute l'intensité que ça va générer dans le sens qu'autant on prend les choses qui sont terribles au premier niveau, donc on est envahi par ça, autant on peut aussi avoir du ressort puis avoir de la résilience pour justement essayer de construire plutôt que de se laisser détruire par la situation, mais de construire par rapport à ça, puis éventuellement que ça devienne constructif. Donc, vraiment, là, je sais pas, j'essaie de le rationaliser, mais c'est quelque chose qui est venu me chercher au cœur, en même temps qui est venu me chercher beaucoup dans aussi l'introspection, la réflexion. C'est sûr que ça ouvre des horizons. C'est clairement un livre que ça vaut le coup de lire à tout âge. Je pense que c'est un livre qui vaut vraiment la peine d'être découvert en classe également. Puis peut-être même oser, je dirais, deuxième cycle, peut-être même quatrième année accompagné, dans le sens que c'est sûr que c'est sombre, il faut faire attention aussi
avec les enfants. S'il y en a qui ont la sensibilité du personnage principal, il faut juste être sûr qu'il y a un accompagnement pour pas qu'ils se sentent enfermés là-dedans. Mais c'est tellement intéressant comment c'est présenté. J'en reviens pas encore. Là, je l'ai emprunté à la Bibli, mais ça peut faire partie de ceux que je vais avoir à la maison aussi parce que j'aimerais ça pouvoir le relire. Donc, décidément, c'est quelque chose qui devient un incontournable pour moi. Donc, Semis des soleils de André Poulain et Enzo chez Courte Échelle. Tout juste sorti, tout fraîchement sorti. N'hésitez pas à vous précipiter là-dessus. Et bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, ce que je vais faire, c'est que je crois que je vais tout de suite clore ce vlog-ci parce que je veux pas que ce soit trop long. Et puis, je vais en commencer un tout neuf. Puis, ben, dans le tout neuf, je vous parlerai de la nouvelle lecture en cours que j'ai. Et ben voilà, si vous voulez savoir ce que c'est, il va falloir écouter le prochain vlog. Alors, j'espère que ça vous a plu. Cette semaine a été vraiment centrée autour de ma découverte de l'auteur J.C. Adler-Husson. Enfin découvert, même si ça m'a laissé... j'en ressors encore, j'en ressors pas indemne, mais aussi petit blitz de roman graphique. Et là, cette découverte-là pour clore le tout qui est majeur. Donc, vraiment, ça a valu le coup pour moi, mais j'espère que vous, ça vous a donné aussi envie de découvrir certaines plumes, certaines lectures, d'oser sortir un peu peut-être de vos zones de confort. C'est clairement cette semaine, c'est ce que j'ai fait. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous avez des idées, vous avez déjà lu des J.C. Adler-Husson, puis vous savez que le personnage principal ne change pas. Dites-moi-le, parce que je vais peut-être pas toutes les lire sinon. Si vous avez des lectures à me proposer, n'hésitez pas. La section commentaires est à vous. Puis ben, d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite des superbes lectures. Puis nous, on se dit à la prochaine.